Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Il est 19h précise en Algérie, 20h notamment à Paris et en France. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus. Mardi dernier, nous revenions notamment sur la justice suisse qui avait donc annoncé la mise en accusation de l'ex-ministre algérien de la Défense, Khaled Nazar, notamment pour crimes contre l'humanité, soupçonné donc d'avoir approuvé et coordonné des tortures durant la guerre civile dans les années 90. Dans un communiqué, on rappelle que le ministère public de la Confédération suisse MPC et le procureur général fait valoir que Khaled Nazar, donc en tant que personne influente en Algérie, en sa qualité de ministre de la Défense et membre du Haut Comité d'État, a placé des personnes de confiance à des positions clés et crée sciemment et délibérément des structures visant à exterminer notamment l'opposition islamiste. Donc le communiqué qui ajoute sans son suivi des crimes de guerre et une persécution généralisée et systématique des civils accusés de sympathiser avec les opposants. Comme la tradition le veut. Donc Alger ne s'est pas fait attendre, quoique le pouvoir algérien a pris du temps. On va y revenir avec nos invités. 48 heures plus tard, voici la réponse d'Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Cette affaire a atteint les limites de l'inadmissible et de l'intolérance. L'indépendance de la justice ne justifie pas l'irresponsabilité et qu'un système judiciaire, quel qu'il soit, s'arroge le droit absolu, nous dit le ministre des Affaires étrangères algérien, donc quel qu'il soit, s'arroge le droit absolu pour juger des politiques d'un État souverain et indépendant, en parlant bien évidemment de l'Algérie. La justice suisse a offert avec beaucoup de légèreté une tribune aux terroristes, à leurs alliés, à leur soutien pour tenter de discréditer le combat honorable de notre pays contre le terrorisme. Avec la même légèreté, la justice suisse procède à une lecture révisionniste de l'histoire de notre pays durant les années 90, des accusations outrancières et infondées. On va revenir bien évidemment et faire réagir nos invités sur la réponse d'Ahmed Attaf. Et puis, l'ONG Trial International qui donc a lancé ce procès en 2011 donc a répondu clairement en disant clairement qu'elle rappelle qu'elle est une organisation indépendante, apolitique et non confessionnelle reconnue d'intérêt public dont le mandat est de mettre le droit au service des victimes des crimes les plus graves, donc ceci de manière donc indiscriminée, qu'elle est indépendante du gouvernement suisse, qu'elle ne travaille pas pour lui et qu'elle dit clairement, comme le titre de l'émission le dit, donc que Monsieur Nazar est parfaitement légitime. Ce dernier s'est rendu en Suisse notamment à plusieurs reprises. On va décortiquer ensemble donc ce communiqué avec nos invités puisque plusieurs éléments donc ils sont donc stipulés clairement. Nos invités vont essayer de le décortiquer avec nous. Alors ils étaient là la semaine dernière, donc c'était le 29 août, le lendemain du 28. Eh bien écoutez, là la discussion continue autour notamment de cette affaire donc de l'ancien général Khaled Nazar. Avec nous Hicham Aboud, journaliste, bienvenue. Bonjour Chaban, bonjour Maître Rahmoun, bonjour à tous les téléspectateurs d'El Maralebia. Ravi d'être parmi. Merci infiniment d'être là encore ce soir et c'est bien parce qu'au moins vous allez pouvoir réagir un peu une semaine après. Il est avec nous, Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la FIDH, Fédération internationale des droits humains. Bonsoir Maître Rahmoun. Bonsoir c'est Chaban, bonsoir c'est Hicham et mes salutations à tous les téléspectateurs qui actuellement sont câblés sur les ondes d'El Maralebia. Merci d'être avec nous. Hicham Aboud, on va commencer par vous, une question claire. Encore une fois, malheureusement, puisqu'on le voit dernièrement, une télévision France 24 couvre des événements. On a notamment Alger qui réagit. Là, on a une ONG, donc un procès donc vous d'ailleurs vous faites partie de ces premiers en 2011 qui avaient porté plainte. Qu'est-ce qu'évoque cette réaction du ministre des Affaires étrangères? C'est une justice, selon vous, des accusations qui ont attaqué, déstabilisé, fragilisé le pouvoir algérien. Il est heurté, selon vous? C'est normal qu'il soit heurté. D'ailleurs, le pouvoir algérien
aurait bien aimé se murer dans le silence et faire comme si de rien n'était. Mais comme l'affaire a été médiatisée partout, et plusieurs chaînes de télévision, de grandes chaînes de télévision internationales, à l'instar de Maralibia, je cite Al Jazeera, je cite Russia Today, et d'autres organes de presse. Donc, ça a été médiatisé. Ils sont obligés de réagir. Leur réaction reflète leur médiocrité, reflète le déni dans lequel ils vivent. Reprocher à la justice suisse de traduire devant une juridiction pénale un homme accusé, jusqu'ici on ne dit pas qu'il est coupable, qu'il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, eh bien, accuser cette justice suisse de s'attaquer à la souveraineté d'un État, eh bien, l'Algérie, jusqu'à l'heure actuelle, n'a plus de souveraineté, puisqu'elle a des gouvernants qui ne font qu'essuyer des revers sur la scène internationale, et l'Algérie a perdu toute sa crédibilité depuis cette guerre civile qui a fait 250 000 morts, qui a fait 20 000 disparus. Aujourd'hui, nous avons encore les séquelles de cette guerre civile. Et ils ne veulent pas qu'on juge ceux qui ont commis des crimes. Il n'y avait pas une guerre contre le terrorisme, une lutte contre le terrorisme. D'où est sorti ce terrorisme? C'est le régime en place qui avait fait le lit du terrorisme d'abord. C'est lui qui a été à l'origine d'une crise politique, alors qu'il fallait tout simplement démocratiser le pays, démocratiser la vie politique et sociale, laisser le peuple algérien choisir son destin, choisir ses gouvernants, et non pas leur imposer des hommes qui au moins étaient des hommes compétents. On voit où est-ce qu'ils ont mené le pays. C'est le chaos total sur le plan politique, économique, social. Aujourd'hui, les gens, dans une Algérie riche, crient famine. Pas plus tard qu'hier, le dinar a encore dégringolé devant l'euro, ce qui veut dire que la force de travail de l'Algérien a encore baissé sur le marché. Donc, reprocher à la justice suisse de mettre le doigt sur une blessure qui n'arrive pas à être pensée, qu'on n'arrive pas à penser encore, et dire au nom de la souveraineté, il faudrait nous laisser tranquille. Normalement, si vraiment il y avait un changement de régime, si vraiment il y a une Algérie nouvelle, c'est ce nouveau régime qui doit juger Khaled Nosal et ses acolytes. Parce que si les hommes de ce régime se disent opposants au régime précédent et ont mis en prison plus d'une centaine d'hommes, entre civils et généraux, entre ministres, anciens ministres, officiers supérieurs, hommes d'affaires, ils les ont mis en prison au nom de cette nouvelle Algérie, eh bien, ils ont devant eux un criminel de guerre qui était déjà condamné par ceux qui sont les instigateurs de cette Algérie nouvelle, qui est le feu Gaïd Salah. Ce bonhomme, Khaled Nosal, est condamné à 20 ans de prison. Comment se fait-il que quelques jours après la disparition du général Gaïd Salah, il rentre à bord d'un avion présidentiel, en l'absence du président de la République, qui était, je dis bien président de la République entre guillemets, qui était en Allemagne pour des soins, qui lui a donné cet avion présidentiel et qui rentre sous salut de l'équipage. Et il ne prend même pas la peine d'aller au tribunal militaire pour faire opposition au jugement, au verdict qui a été prononcé à son encontre, et passer au moins une nuit en prison, le temps de faire opposition. Le monde n'a même pas pris cette peine de le faire. Donc, de quelle Algérie nouvelle nous parle? De quelle souveraineté? Une souveraineté qui vous permet de tuer des Algériens
de torturer des Algériens, de tuer de main froide des Algériens dans des liquidations extrajudiciaires. C'est ça la souveraineté, c'est-à-dire que les martyrs algériens ont payé de leur vie une liberté que des gouvernants illégitimes viennent, usent de cette liberté pour tuer d'autres Algériens, pour plonger le pays dans une guerre civile et pour qu'aujourd'hui on compte 20 000 disparus et on sait comment ils sont disparus. C'est-à-dire ces 20 000 ont été liquidés froidement par des officiers qui sont aujourd'hui à la tête des organes de sécurité les plus sensibles. Merci Hicham Aboud, restez avec nous parce que j'aimerais aussi revenir avec vous sur cette question. En quoi le ministre des Affaires étrangères, donc la gouvernance, le politique, interfère et répond. Avec nous, Maître Rahmoun Aïssa Rahmoun, vice-président de la FIDH, justement sur cette question. Il y a cette première réaction que je demande à Hicham Aboud sur le fait que ici, le pouvoir, il a été totalement chamboulé, déstabilisé. Ça en dit long tout de même. Pourquoi est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères intervient, et en plus de ça, vous pouvez réagir aussi là-dessus. Encore une fois, on ne peut pas dire que la forme y est, puisqu'on ne peut pas dire que la réponse, elle est diplomatique. Comment vous expliquez qu'un ministre des Affaires étrangères appelle la Suisse en disant « mais écoutez, ces accusations ne sont pas normales. Est-ce qu'il ne devrait pas rester à sa place ?» Et ça veut dire quoi le fait qu'il réagisse ? Je pense que ce n'est pas le fait que le ministre des Affaires étrangères réplique ou communique sur le sujet qui est important. C'est l'état d'esprit dont le régime est actuellement, pas actuellement, mais depuis fort longtemps, c'est l'état d'esprit du régime et principalement en ce moment où la citation de Jean-Paul Sartre fait route. Je ne suis pas responsable, l'enfer c'est les autres. Le régime algérien a attaqué plusieurs États, donc l'Espagne, la France, le Maroc, Israël, le Brésil, l'Inde, etc., etc. Non seulement, mais aussi des ONG, à l'image d'Amnesty International, de Trial International, de la Fédération internationale des droits humains, du réseau Euromède des droits de l'homme, des organes de presse, des chaînes de télévision comme France 24, Medi 1 Sat, et Le Monde, le Washington Post, etc., etc. Ils sont dans une logique où toutes les questions existentielles et d'ordre politique et juridique à la fois, qui sont traitées par l'opinion internationale, qui ont directement un lien envers la question des droits de la personne humaine, de la démocratie, de l'état de droit, de la coopération internationale, de la responsabilité des États. Aujourd'hui, le régime algérien refuse toute velléité d'opposition à l'intérieur, mais aussi refuse toute solidarité internationale en direction du peuple algérien. La réaction du ministre des Affaires étrangères en dit long. Il s'agit d'une justice indépendante. Rappelons que la même justice, la justice helvétique, avait aussi instruit le dossier de Sharon, avait aussi instruit le dossier du Maroc quant aux tortures exercées sur des militants sahraouis. Et je pense qu'à cet égard, qu'avec ces faits, le régime algérien a probablement félicité la justice helvétique parce qu'il s'agit aussi d'un positionnement très cher, d'un fonds de commerce, dirais-je, très cher au régime algérien. Par contre, aujourd'hui, quand il s'agit d'une question liée à des violations graves des droits de la personne humaine, il s'agit de crimes contre l'humanité, l'Algérie a ratifié des conventions, pratiquement toutes les conventions de Genève, deux textes probablement que l'Algérie ne veut pas et ne va pas ratifier. C'est la Convention internationale sur les disparitions forcées
et 2, le statut de Rome qui engage l'État algérien dans la Cour pénale internationale, c'est-à-dire la justice internationale. Donc la justice suisse s'est donné ce mandat international. Ça reste une justice indépendante, ça reste une justice qui fait son travail convenablement. Parce qu'il ne s'agit pas de la seule affaire qui est l'affaire Algérie. La justice la justice helvétique à travers Trial, qui se constitue comme partie civile et qui actionne des affaires, travaille sur la Bosnie, sur le Népal, sur le RDC, la République démocratique du Congo, le Burundi, la Gambie, la Syrie, le Mexique, l'Espagne, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Russie et la Palestine. Donc il ne s'agit pas de Marnash Dunia. Il faut qu'on reste clair. L'Algérie n'est pas le nombril du monde. L'Algérie n'est pas le cœur battant du monde. L'Algérie est un pays ordinaire. Plus que ça, je dirais plus, est un pays extraordinaire par les lectures kafkaïennes que font notre régime et par l'imbécilité qui règne dans nos institutions. Merci, Maître Rahmoun. Restez avec nous. Hicham Aboud, je voudrais vraiment vous relancer là-dessus. Vous évoquez la semaine dernière, effectivement, qui était Khaled Nezar, ce qu'on lui reproche aujourd'hui. On sait qu'il n'est pas le seul. Mais le fait que le fait qu'une justice se prononce et que derrière, il y ait certainement des coups de téléphone qui se donnent dans les plus hautes instances de l'État en disant oui, on réagit sur l'affaire Khaled Nezar, ça veut dire que ici, c'est des accusations sur tout un système. Le système, il se sent vraiment concerné aujourd'hui, même si on sait, Maître Rahmoun le disait, il y a un déni en Algérie, on se refuse toute critique, etc. C'est une décision contre le système, non pas contre la personne de Khaled Nezar. Khaled Nezar est un homme de ce système, c'est un homme clé en tous les cas. Et la crainte du régime d'aujourd'hui, c'est que cette décision de la justice suisse soit suivie par d'autres procédures, parce qu'il va y avoir d'autres plaintes. Il y aura d'autres plaintes parce que nous avons des dossiers bien ficelés que nous ne manquerons pas de remettre au trial pour relancer encore cette affaire de crime contre l'humanité, puisqu'aujourd'hui nous disposons de témoignages enregistrés sur vidéo par un ancien, et des anciens membres du groupe de la mort, de l'escadron de la mort du CPNI de Aknoun, et nous avons des noms, nous avons les fonctions de ces personnes qui ont exécuté des Algériens de sang-froid, et ces officiers occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans les services de sécurité, et même le chef d'état-major de l'armée, Chengleha, qui est cité dans un livre, et depuis plus de 20 ans, il n'a jamais réagi ou est en justice l'auteur de cet essai. Donc, tout cela va être remis entre les mains de la justice suisse, et ça, le régime algérien le craint très fort. C'est ça, on est dans une guerre contre ce régime. Que le régime algérien crie au loup et au complot, libre à lui de crier. Mais nous, on lui dit aussi, s'il ne voulait pas qu'on en arrive là, il n'a qu'à juger les criminels qui sont aujourd'hui, qui occupent des postes de responsabilité. Donc, ce régime, on comprend son désarroi, on comprend, il est aux abois, c'est tout à fait normal, parce qu'ici, il n'imaginait jamais arriver jusque-là. Il pensait que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Eh bien, ça lui est arrivé, et tant pis pour lui. Merci, Hicham Aboud. Je reviens à vous dans un instant. Maître Rahmoun, effectivement, je le disais, donc Alger ne s'est pas fait attendre pour répondre.
on a évoqué un peu les termes du ministre des Affaires étrangères, mais cette réponse qu'a pris de l'ONG Trial, qui a pris tout de même quelques temps, j'invite d'ailleurs les téléspectateurs et téléspectatrices à la retrouver sur Internet, où il y a des éléments qui reviennent. Vous évoquiez à l'instant donc les accords qui ont été donc ratifiés et les protocoles notamment qui parlent de l'engagement de respecter du droit international, mais il y a aussi entre autres l'ONG qui revient à nouveau. Peut-être que Alger aurait pu s'en passer, mais le fait de tendre le bâton pour se faire battre, voilà ce que dit l'ONG. L'absence de tout débat en Algérie sur les responsabilités autour des crimes massifs durant la décennie donc noire, ayant notamment causé la mort et la disparition de plus de 200 000 personnes, qui constitue le plus grand obstacle et l'émergence de la vérité et non la procédure engagée contre Monsieur Nezal. C'est ce communiqué, une nouvelle fois, c'est quelque part... c'est encore plus cinglant peut-être que ce qu'on a pu entendre, parce qu'il y a encore d'autres éléments sur lesquels nous allons revenir dans un instant. Oui, c'est très important dans ce passage, et c'est très important. Effectivement, il y a absence de débat en Algérie. Parce qu'aujourd'hui, si on avait cette philosophie politique et juridique à la fois de séparation de pouvoirs, les trois pouvoirs existants, et d'un quatrième pouvoir qui fait son travail convenablement, en étant à la recherche de l'information, à la diffusion de l'information et informer les citoyens sur les faits sociopolitiques, juridiques, économiques qui se passent dans un État. Or, force est de constater que depuis l'indépendance, pratiquement, on a eu juste une petite brèche après les événements d'octobre 88, où la presse se voulait être indépendante et entreprenante pour assumer leur mandat de journaliste dans l'éthique et la déontologie de la profession. Après le coup d'État et l'arrêt du processus électoral et démocratique à la fois, l'instauration de l'état d'urgence, tout le champ d'expression, tous les canaux qui pouvaient servir de médiation sociale, de confort politique et économique, sociétal à la fois, ont été fermés. Aujourd'hui, Trial, c'est très grave pour le régime algérien, parce que ce n'est pas le ministre de la Justice helvétique qui répond au ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas le gouvernement qui répond au gouvernement algérien, c'est Trial, il y a le silence de la justice helvétique, c'est qu'ils sont sereins, ils sont dans leur mandat, ils sont dans leur responsabilité éthique et historique à la fois. Ça d'une part. D'une autre part, quand une ONG répond à un ministre des Affaires étrangères en lui disant qu'il n'y a pas de débat chez vous, effectivement, chez nous, il n'y a pas de débat. Le débat sur les disparitions forcées a été scellé, a été fermé avec la loi sur la réconciliation nationale qui même incriminise, qui pénalise tout acteur, tout militant, les familles des victimes des disparitions forcées d'évoquer leur peine. C'est très important. Force est de constater aussi qu'une deuxième gifle pour le régime algérien, et c'est les principes cités par Trial International, qui condamne avec la plus grande fermeté les crimes atroces perpétrés durant la guerre civile en Algérie, qu'ils aient été le fait de l'armée algérienne ou des groupes islamistes armés. Fin de citation. Donc là, ils répondent d'une manière très claire que non seulement vous êtes responsable, le général cité est responsable par rapport à ces accusations, mais aussi même les groupes islamistes armés qui ont commis des crimes contre l'humanité peuvent être redevables, responsables, présentés devant la même juridiction. Donc voilà un texte d'une clarté très, très important. Et j'imagine actuellement que le régime aussi va tourner vers les ONG en disant que les ONG sont bien sûr orientées contre l'Algérie, cette force régionale qui dérange les équilibres internationaux et les intérêts d'un monde unipolaire et qui veut s'imposer dans la scène internationale. Ça reste un fonds de commerce
que les Algériens ne veulent plus consommer. Aujourd'hui, il s'agit d'une question de vérité et de justice. Aujourd'hui, il s'agit d'une question d'un discrédit jeté sur la justice algérienne, les justices du monde. Je vous dis que le 8 septembre, j'aurai un déplacement dans une justice, je ne vais pas dire où en France, pour observer le procès de 9 militants et syndicalistes qui étaient dans les manifestations faites contre les bassines agricoles qui sont bien sûr gérées par des patrons et des hommes d'affaires dans le domaine agricole en France. Alors imaginez que toute une société civile en France refuse aujourd'hui que la justice soit l'instrument des hommes d'affaires, des entreprises, des lobbies en France. Il y a une vie sociétale, il y a une vie institutionnelle de la société civile. Quand on voit le mandat de Trial, c'est pas pour lui faire de la publicité, c'est un mandat qui est sur la responsabilité des entreprises, de la compétence universelle, des génocides, de la torture, des disparitions forcées, de la justice transitionnelle, etc., etc. Donc aujourd'hui, le régime algérien, s'il était clean, comme on dit, s'il n'a rien à se reprocher, au lieu d'être la risée du monde, qu'ils ouvrent en moins, qu'ils libèrent cette justice et que les enquêteurs, que les magistrats qui ont la probité intellectuelle et morale et l'esprit du serment qu'ils ont prêté, qu'ils enquêtent, que la police politique aujourd'hui, que la police judiciaire, de la gendarmerie, de la police, de l'État profond, soit sous la solde des procureurs, des juges d'instruction, pour enquêter, qu'on entend les victimes, qu'on entend les témoins, qu'on entend le peuple, pour ne pas être la risée du monde et présenter nos responsables des institutions, entre guillemets, devant les justices internationales, mais plutôt que le problème soit réglé entre nous, les Algériens. Mais ils ne veulent pas de ça, parce qu'ils ne veulent pas de débat, ils ne veulent pas de confrontation, ils ne veulent pas de réconciliation, ni vérité et justice et réparation, mais surtout un devoir de mémoire. Merci, Maître Rahmoun. Je reviens à vous dans un instant. Voilà ce qu'a juste rappelé rapidement une des réponses du ministre des Affaires étrangères. Des accusations outrancières et infondées. Cette affaire atteint des limites de l'inadmissible et de l'intolérance, alors que, encore une fois, le procès n'a pas eu lieu. Voilà, ce sont des accusations, mais effectivement, là, on a un ministre qui se positionne, qui se substitue peut-être à la justice. Hicham Aboud avec nous, effectivement, sur ce pouvoir qui donne le bâton pour se faire battre. Donc, il y a cette Algérie qui a ratifié les conventions de Genève, l'engagement de respecter le droit international. Alors, voilà ce que dit le communiqué, c'est lorsqu'il est apparu que des infractions graves aux conventions internationales ont pu être commises que l'organisation a donc décidé de soutenir les victimes de torture ou d'assassinat, l'absence de débat effectivement en Algérie, et puis aussi peut-être un troisième élément donc qui ne peut pas dire qu'il glorifie le pouvoir, il y a cette charte de réconciliation, l'adoption d'une loi d'amnistie déclarée contraire aux engagements pris par l'Algérie à de nombreuses reprises, notamment par l'ONU, a entraîné de graves conséquences pour celles et ceux qui cherchent encore justice, le droit de savoir et la vérité. Ça ne va pas aller encore une fois dans le sens du pouvoir, mais est-ce que quelque part, alors vous réagissez bien sûr là-dessus, mais est-ce qu'à un moment donné, réellement, il sera peut-être déstabilisé? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Parce que la liste est longue. Les ONG, les chercheurs, les penseurs, les sénateurs, les députés, plusieurs reviennent notamment sur ces 2-3 éléments que je viens d'évoquer. Vous savez, le régime actuel, qui est le prolongement des régimes précédents, il n'y a que la façade qui change, mais le système reste le même, continue de violer les droits humains, continue de mener une guerre contre le peuple algérien comme celle qui a été menée dans les années 90. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le jour même où le ministre suisse des Affaires étrangères avait appelé son homologue algérien
pour lui annoncer la décision du ministère public suisse concernant l'ancien ministre de la Défense nationale, Khatnouza, le jour même, le ministère des Affaires étrangères a reçu une lettre du groupe de travail contre les disparitions forcées de l'ONU concernant un ancien gendarme qui n'est autre que le frère de Anwar Malek, journaliste algérien en exil, qui a été enlevé du tribunal de Tbessa et emmené vers une destination inconnue. À ce jour, Abdelmalek, qui est le frère de Anwar Malek, est porté disparu. À ce jour. Et à ce jour, le gouvernement algérien n'a pas encore répondu. Les services secrets algériens sont en train de préparer des scénarios pour justifier la disparition de cet ancien gendarme qui a été rayé des effectifs de la gendarmerie nationale pour le crime d'avoir un frère en exil et qui dénonce quotidiennement le régime algérien. Donc, voyez-vous, au moment où il reçoit une notification d'une procédure de justice pour crime contre l'humanité, le même jour, il reçoit une lettre pour dénoncer un acte de crime contre l'humanité qui est en train de se commettre actuellement. Eh bien, c'est un régime d'abord qui vit dans le déni, il commet des crimes, il refuse de les reconnaître. C'est un régime qui pratiquement va contre toutes les lois, il va contre même les conventions internationales qu'il a signées. C'est ça ce qu'on appelle un régime voyou. Parce que le voyou, c'est celui qui ne respecte pas les lois, y compris les siennes. Le voyou, c'est celui qui ne tient pas compte des remontrances des autres ou des conseils des autres. Quand le conseil, qu'on lui fasse des remontrances, un voyou reste imperturbable. Il ne réagira jamais, il ne tiendra jamais compte de ce qu'on lui conseille de faire. Eh bien, c'est le cas du régime algérien aujourd'hui. Maître Rahmoun, dans la continuité, demain, vous évoquiez il y a quelques instants, et c'est vrai que les Algériens en parlent souvent, et vous aussi la semaine dernière, vous revenez souvent à cette période de 88, ce soulèvement, puis ces élections tout de même de 91, où le premier tour, on rappelle, vous êtes aussi très nombreux à nous demander, c'est les législatives en Algérie. Il y a un champ médiatique, un champ politique. On a quasiment 59-60% d'Algériens qui vont voter. Quel pays aujourd'hui ne rêve pas d'avoir autant de personnes qui aillent se rendre dans les urnes? On a donc le FIS qui arrive en tête avec pas loin de 47%, juste derrière le FLN, le FFS. Certains Algériens, ils sont très nombreux, ont envie de revivre cette période-là où voilà, on a envie de voter, on vit un moment démocratique. Cette élection démocratique, notamment, a été stoppée. Demain, malgré toutes ces procès qui arrivent, ces ONG, ces sénateurs, ces députés, comment les choses peuvent-elles réellement bouger selon vous? Est-ce que on peut penser arriver demain à ce début de renouvellement démocratique, par exemple, en Algérie? Question très difficile, complexe à la fois, parce que là, il s'agit de... je ne peux pas prétendre être visionnaire sur ce qui va se passer. Notre rôle aujourd'hui, c'est de raconter les choses telles qu'elles sont. C'est d'alerter l'opinion nationale et l'opinion internationale sur les dérives autoritaires, sur la négation du citoyen, de l'humain, dans ses droits les plus élémentaires, dans ses droits fondamentaux, que ce soit en individu ou en groupe. Notre rôle aujourd'hui, c'est de dire que ça ne doit pas fonctionner comme ça. Après, parler de l'élite, c'est un mot très vulgaire aujourd'hui en Algérie, je vous dis sincèrement. Parce que l'élite, en fin de compte, là, je me permets un peu de philosopher, parce qu'il faut philosopher des fois dans la vie.
C'est ce personnage du petit Omar du livre de Mohamed Dib qui a refusé de la dictée de la France coloniale en disant non, je ne vis pas comme ça. Mon père n'est pas en face d'une cheminée, ma maman n'est pas en train de tricoter le pull de l'hiver, et ma petite sœur n'est pas en train de jouer avec le petit chien, le petit caniche de la maison. Je m'excuse du terme, il a dit clairement qu'on est dans la merde. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'interpeller justement et la classe politique et les journalistes qui ont un mandat, une ligne d'éthique, une ligne de comportement, une éducation, une formation. C'est d'interpeller aussi les avocats, les magistrats, toute cette élite sociale intermédiaire. C'est d'interpeller aussi les économistes, c'est d'interpeller les politiques sur leurs responsabilités. Il s'agit d'un État. Et un État, avant tout, c'est une population, c'est des groupes sociaux, c'est des minorités à respecter aussi. C'est un engagement moral. C'est très difficile, la question que vous me posez, c'est Chaben. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit pour le régime, le premier responsable dans la décadence, dans l'abîme dont on est aujourd'hui, et dont les propriétaires de la décision politique qui sont au cime de leur gloire et de leur fortune n'imaginent pas que dans les basses couches, dans la société, il y a des Algériens qui n'arrivent pas à avoir l'uqm ta'aish, qui n'arrivent pas à avoir du lait et du pain, qui n'arrivent pas à avoir khmra ou la zitouna. Donc aujourd'hui, la responsabilité, c'est la responsabilité du régime. Parce qu'ils ont dominé la population, ils ont atomisé la classe politique, ils ont fait dans l'extinction de la société civile, ils ont fait dans l'exil des sens, des mots et des personnes physiques et morales à la fois. Aujourd'hui, le régime cytrial a fait un travail gigantesque, très important, pour réhabiliter la vérité, au moins. Dans leur conclusion, c'est très important. En conclusion, Trial disait que Trial International espère que le procès contre M. Khaldanza offrira une opportunité unique aux victimes des crimes de masse commis durant les années 90 en Algérie, d'obtenir une part de la justice et de vérité. Donc aujourd'hui, le régime qui est responsable et tous ses soutiens, tous ses béquilles intellectuels, artistiques, dans les partis politiques, dans la soi-disant opposition, ce que j'appelle les rentiers de l'opposition, doivent permettre au peuple algérien d'obtenir au moins une part de justice et de vérité. C'est bien pour nous, c'est bien pour les générations futures, c'est bien pour l'esprit de la réconciliation, de la construction politique, du développement durable de notre pays. À part ça, on est toujours dans la formule qui dit que nous n'allons pas avancer tant que les vérités ne sont pas dites, tant que le débat n'est pas engagé. Et le premier responsable, c'est le régime algérien. Hicham Aboud, même question. C'est vrai qu'on se pose et on se l'est posé la semaine dernière sur la sortie d'un homme politique, d'un ministre, Ahmed Attaf. D'ailleurs, je le rappelle, était déjà dans les fonctions dans les années 99. Mais quand on voit il y a un an, on se pose cette question, mais en fait rien ne nous surprend. Il y a un an, Mohamed Mediane dit Toufir général, Khaled Nezar aussi dit général, qui est aujourd'hui accusé et poursuivi, ont été honorés, commémorés avec le premier magistrat, avec le président de la République. Donc, quel message on peut donner aujourd'hui aux Algériens et aux Algériennes qui ont tenté en 2019 tout de même de faire changer les choses? Il y a des voix qui s'expriment dans le monde entier, mais quelles seraient demain les pistes pour qu'à un moment donné, le peuple puisse s'exprimer, aller voter normalement, demander un changement, mais démocratiquement, et que la justice soit aussi ouverte? Je crois que le peuple algérien, durant 2 années, il avait exprimé
à la face du monde son rejet du régime actuel. Parce que le régime actuel, le prolongement du régime antérieur, de 2019, contre lequel le peuple algérien était sorti en masse. Donc, c'est le monde entier qui est témoin que le peuple algérien rejette ce régime. Ce peuple algérien a encore confirmé, en divorçant par trois fois, ce régime, en boycottant d'abord l'élection présidentielle de décembre 2019, où le taux de participation était des plus faibles depuis l'indépendance, et malgré le trafic et la fraude, ils n'ont pas pu mener le taux de participation à plus de 34%. La deuxième fois, le deuxième divorce, ça a été fait aux élections législatives. Le peuple algérien a boycotté les législatives. Et le troisième divorce, c'est le boycott du référendum de la Constitution. Ainsi, l'Algérie se retrouve sans président de la République parce que les élections de 2019 ne peuvent pas être validées dans la mesure où on n'a pas atteint la majorité, au moins c'est de 51%. On n'a même pas atteint ça. En plus de cela, 2 wilayats ont enregistré un taux d'abstention de 0%. C'est-à-dire que même les responsables, que ce soit le wali, le chef de secteur, le chef de wilaya, le commandant de groupement de la gendarmerie, n'ont pas voté. Personne n'a voté. Donc, ces 2 wilayas où elles sont exclues de l'Algérie, elles ne font plus partie de l'Algérie, où l'Algérie rejette l'élection présidentielle de 2019. Donc, nous avons aussi, donc, plus d'institution de président de la République, il n'y a pas d'institution, pas d'institution parlementaire, il n'y a pas de parlement parce que l'élection a été boycottée, et pas de constitution. L'Algérie se retrouve aujourd'hui sans constitution, sans institutions parlementaires, sans institution d'un président de la République, ce qui veut dire les piliers d'un État n'existent plus aujourd'hui. Donc, il n'y a plus d'État en Algérie. Il y a un peuple et vous avez une bande de voyous qui ne respectent aucune loi et qui s'imposent par la force et par la répression à un peuple qui la rejette. Voilà ce que nous avons en Algérie. Et d'autre part, le peuple algérien qui s'est fait voler sa révolution. C'est une révolution. Pendant 2 années, les gens ont battu le pavé, sont sortis, ils ont bravé toute la répression qui s'abattait sur eux. Et on leur a volé leur révolution en leur disant « ça y est, il n'y a pas eu de 5e mandat ». Eh ben, on aurait aimé qu'il y ait un 5e mandat. On aurait aimé que Bouteflika reste parce qu'avec Bouteflika, il y avait beaucoup, beaucoup moins de répression qu'avec ces voyous qui nous gouvernent. Donc, le peuple algérien, à l'avenir, et ça va pas tarder, il rééditera son Hirak, sauf que cette fois-ci, il est averti. Il ne doit pas se faire voler sa révolution. Et puis, il faudrait que l'élite, et elle existe, cette élite, et il y a des hommes sincères, il y a des hommes qui sont vraiment dignes de confiance. Cette élite doit encadrer, accompagner. On ne lui demande pas, parce que moi j'ai discuté avec beaucoup de ses camarades, pour eux, ils ne veulent pas s'imposer comme des leaders du Hirak, par modestie, par retenue. Ils ne veulent pas s'imposer comme leader. Mais je leur demande d'accompagner, d'encadrer la population, d'encadrer le peuple quand il sort manifester pour faire tomber ce régime et puis de proposer une alternative à ce régime. Parce qu'on ne peut pas faire pire que ce que fait l'actuel régime. Donc, la seule alternative
au régime actuel, la seule issue pour le peuple algérien, c'est la disparition de l'actuel régime qui se distingue par son incompétence, il se distingue par sa répression, il se distingue par ses multiples revers à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, et c'est des gens qui ne vont pas comprendre qu'il est temps de se retirer de la table. Eh bien, ils vont continuer à se maintenir et il faudrait les faire dégager par une force pacifique, c'est-à-dire ça sera la résistance pacifique contre ce régime et sortir comme on l'a fait en 2019-2020 et le Hirak ne s'est arrêté qu'à cause du Covid et l'unique régime dans le monde qui a fait d'une pandémie son allié, eh bien, c'est le régime algérien. Il avait fait du Covid-19 son allié stratégique et son allié qui lui a permis de faire taire les revendications du peuple algérien. C'était malheureusement, effectivement, mal tombé pour le peuple algérien. Maître Rahmoun, avec nous, juste une question comme ça. Je sais que vous êtes exprimé sur la question précédente, mais vous impliquez énormément au sein aussi des ONG, entre autres Riposte International par exemple. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cas comme ça qui ressortent? Chamaboud nous donnait comme ça quelques perspectives plus tard, peut-être de hauts responsables en Algérie qui seraient poursuivis. Est-ce que ce cas-là, il est isolé, Khaled Nezar, ou est-ce qu'on l'Algérie pourrait demain, le pouvoir pourrait subir donc d'autres cas qui mettraient encore une fois donc en lumière le système, puisque on l'a compris que c'était plutôt le système que parfois des personnes seules. Oui, effectivement, je me revendique d'ailleurs de Riposte International, dont je suis le porte-parole. Mais il faut dire que dans ce genre de démarche, vous savez, les contraintes d'une organisation, même d'un avocat, au-delà d'une organisation, le mandat du défenseur est un mandat assez complexe. Quand on ne se fait pas accompagner par la victime, on a beau à écrire, à rendre public des communiqués, des rapports, un plaidoyer, etc. Mais quand on ne se fait pas accompagner par la victime, ça devient très complexe. Aujourd'hui, le régime a presque réussi à faire taire les victimes. Je me souviens j'ai suivi d'une manière très intéressée l'épisode de la tentative d'assassinat de Hicham, à travers ce qu'il a documenté comme information, comme preuve et comme indice de cette volonté du régime. Là, c'est important. Quand une victime t'accompagne dans ton travail, qu'il est là, et qu'il fournit des documents, des noms, etc., un dossier commence à naître. Mais le problème est quand il s'agit d'une question de redondante, tu vois, donc quand on parle, on murmure à l'oreille ce qu'on a vécu, mais quand on n'accompagne pas le défenseur dans ses démarches judiciaires, dans ses démarches de plaidoyer, ça demeure un problème. Aujourd'hui, le travail doit être commun, collectif, d'une manière très large, la plus large possible, d'une manière très transversale, pour dire que, en fin de compte, tout le monde peut être victime d'une disparition forcée. Tout le monde peut être victime d'une liquidation physique. Tout le monde peut être victime d'un chantage. Et les chantages sont plusieurs. Tout le monde peut devenir exilé. Tout le monde peut devenir otage des impôts d'un régime fiscal qui s'annonce quand ils veulent. Tout le monde peut devenir aujourd'hui député, mais aussi, même si député, il peut devenir aussi otage de son mandat, otage des attributions, des facilités, c'est ce que disait Katb Yassine, entre autres. J'ai connu des gens qui ont refusé de plier devant la torture et la prison. Ils se mettent à genoux devant le luxe et le confort.
Le grand Ateb Yassine, paix à son âme. Chama Aboud, merci infiniment, journaliste. Et puis je rappelle que vous avez une chaîne YouTube et on peut vous retrouver sur vos lives, voilà, avec des analyses encore plus longues et plus profondes. Merci pour votre fidélité. Maître Aïssa Rahmoud, avocat, vice-président de la FIDH et porte-parole de Riposte International ONG, qui fait un gros travail aussi. Dans quelques instants, l'édito de mon ami et confrère Jamaldine Benchenouf. Juste derrière, El Umq avec Jamel Taleb. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous. Bonne soirée.